Alors donc, je viens en effet de Poitiers. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur les myocardites virales. Donc en pratique, la myocardite virale est définie, enfin la myocardite en tout cas, elle est définie comme une atteinte inflammatoire du myocarde selon des critères qui sont histologiques, immunologiques et immunohistochimiques selon l'OMS. On voit tout de suite avec cette définition qu'on arrive sur les critères anciens de Dallas, qui nécessitent en tout cas une biopsie endomyocardique pour le diagnostic certain de myocardite aiguë. Et donc c'est l'un des premiers problèmes, c'est que si on regarde les données dont on dispose en France, on a notamment le registre OMAGA qui avait été mené par Mathilde Baudet et François Tournoux à l'époque de l'épidémie de grippe H1N1 où on pensait qu'il allait y avoir une explosion de myocardite virale aiguë, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et donc en pratique, on avait 157 myocardites virales. Et sur ces 157 myocardites virales, il y en avait 9 qui étaient fulminantes. Et finalement, il y a 3 patients sur les 157 qui ont eu une biopsie endomyocardique. Donc clairement, le diagnostic en France, il n'est pas porté sur la biopsie. Alors après, je dis en France, mais enfin aux États-Unis, c'est pas beaucoup mieux. Sur les données entre 1998 et 2013, on est à moins de 4% de biopsie. Et donc on voit tout de suite que les chiffres qu'on peut avoir pour l'épidémiologie ne reposent pas sur grand-chose, puisque vu qu'on n'a pas les biopsies, on n'a pas les diagnostics certains. Mais bon, l'incidence qui est rapportée pour la myocardite, c'est 22 cas pour 100 000 habitants, pour 100 000 patients. Pardon. Sur des séries qui sont plus rétrospectives et avec des biopsies, on a des échelles qui vont de 2 à 42% sur donc, des séries anciennes autopsiques de mort subite chez des patients jeunes. Sur des séries un peu plus récentes, on est aux alentours de 10%. C'est également le chiffre qu'on retrouve dans les cardiomyopathies dilatées idiopathiques. C'est quelque chose qui est quand même relativement important et fréquent, et on ne pense pas assez à biopsier ces patients chroniques. Une autre chose sur le plan épidémiologique, c'est qu'on sait qu'il y a une prédominance masculine sans qu'on l'explique. Donc voilà. Vous allez voir que de toute façon, dans la myocardite aiguë virale, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Donc voilà. Concernant les étiologies, alors en Europe, c'est clairement principalement les virus, 90% des cas, principalement les parvovirus B19, et puis également des pathologies auto-immunes ou plus récemment les immunothérapies ciblées. Alors moi, ça tombe bien, aujourd'hui, je vais vous parler des myocardites virales. Concernant la physiopathologie, l'une des premières questions, l'un des premiers problèmes qu'on a, c'est justement comment est-ce qu'on passe de l'infection virale à la pénétration intracardiomyocytaire du virus. On ne sait pas. Typiquement, je vous ai dit que le premier pourvoyeur de myocardite aiguë virale, j'ai ramené ma bouteille, merci. Donc le premier pourvoyeur, c'est le parvovirus B19. Or, en Allemagne, on sait que par exemple 70% de la population est immunisée. Évidemment, 70% n'a pas fait une myocardite aiguë, et donc on dit qu'il y a des facteurs environnementaux, une susceptibilité génétique, etc. Mais en fait, en pratique, c'est surtout qu'on ne sait pas. Une fois qu'on est au stade de myocardite aiguë, la majorité des cas, il va y avoir une évolution rassurante vers la guérison complète, mais dans quand même 12 à 25% des cas, on a une aggravation de la symptomatologie avec potentiellement transplantation et décès, donc c'est loin d'être bénin. Et dans 20% des cas, comme on peut le voir là vers le bas, on a une évolution vers une forme chronique de myocardite, c'est-à-dire une cardiomyopathie en général dilatée, souvent inflammatoire, avec ou non réplication virale. Alors finalement, qu'est-ce qu'on sait sur la myocardite aiguë virale? C'est principalement ces deux gros papiers des sociétés savantes, donc le papier de 2013 de l'ESC et plus récemment en 2020 le papier des Américains, sachant que, attention, ce sont des consensus d'experts et non pas des recommandations parce que le niveau de preuve est extrêmement bas. Quelque chose sur lequel on s'accorde tous, c'est que la présentation clinique, on peut pacifier, d'accord. La myocardite, ça peut être asymptomatique comme être directement une forme fulminante, et il n'y a aucun signe clinique spécifique de myocardite. Donc le diagnostic, évidemment, on fait des examens complémentaires de base, l'ECG, l'écho, la biologie pour rechercher des marqueurs de l'inflammation et notamment la troponine. Attention quand même, des messages importants. On peut avoir une myocardite avec une CRP normale, sans fièvre et avec un ECG strictement normal. C'est rare, mais c'est possible. Les sérologies virales, elles ne sont pas recommandées en pratique clinique, ne serait-ce que parce que sur l'étude de Mahfoud, ils avaient fait en fait une corrélation, ils avaient cherché en tout cas une corrélation entre les sérologies virales et les biopsies endomyocardiques. Et en fait, les corrélations étaient extrêmement faibles, voire nulles. Et pour la petite histoire, sur le registre OMAGA, donc en période de grippe H1N1, il y avait 2 patients
qui avaient eu des biopsies endomyocardiques et qui avaient une grippe H1N1. On s'attendait évidemment à avoir du virus H1N1 sur les biopsies. Conclusion, c'était du parvovirus B19. Donc, hormis les quelques cas qui sont listés ici, il n'y a pas d'indication à faire les sérologies en routine. Alors, l'IRM myocardique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Clairement, c'est la méthode de référence pour le diagnostic non invasif. Si jamais on s'en rapporte plutôt à l'OMS ou à l'ESC, ça ne donnera qu'un diagnostic probable et non pas un diagnostic certain. On verra que c'est l'une des principales différences entre le consensus d'experts américains et européens. Les critères, ils reposent sur les critères de Lake-Louise. Donc en pratique, 3 critères, l'hyperémie, l'œdème, le rehaussement tardif au gadolinium, sachant que pour avoir les critères de Lake-Louise, il en fallait 2 sur 3. Ça, c'était le papier original de 2009, le white paper de Friedrich. Depuis, il y a eu des évolutions, notamment les techniques de T1 et de T2 mapping en IRM ou de volume extracellulaire, qui avaient des performances diagnostiques qui étaient supérieures aux premiers critères de Lake-Louise. Et donc, ces critères, ils ont été revus en 2018 avec l'implémentation justement des nouvelles techniques de mapping. Et donc, clairement, l'IRM myocardique est devenu le nouveau gold standard diagnostique pour la myocardite aiguë. Et c'est de toute façon déjà ce qu'on faisait quand on voit les chiffres des différents registres qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui est défendu par le consensus américain, là, qui est donc sorti en 2020, même si ça avait déjà été initié en 2016, où en fait, ils disent que clairement, en dehors des cas de myocardite compliqués, c'est-à-dire tous les cas qui sont listés ici, on peut faire une IRM myocardite pour le diagnostic, et puis point, alors que l'ESC stipule, mais oui, l'IRM c'est intéressant, mais c'est pas suffisant, il faut faire une biopsie à tout le monde. Autre chose, c'est que la myocardite aiguë virale, c'est clairement un diagnostic d'élimination, donc il faut avoir éliminé une coronaropathie. Donc encore une fois, l'ESC, le papier un peu plus ancien, il dit, en gros, ils disent qu'il faut faire une coro à tous les patients, qui revient la plupart du temps comme ça, parce que ça touche quand même principalement des patients jeunes, avec peu ou pas de facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc en pratique, on est quand même relativement légitime à se demander si le coroscanner ne pourrait pas avoir une place chez ces patients-là. C'est d'ailleurs quelque chose qui est listé dans les examens possibles pour le consensus américain. Et donc, dans certains cas où les patients, pour le coup, ont une présentation typique de myocardite aiguë, pas de facteurs de risque, qui sont jeunes, qui ont 25 ou 30 ans, honnêtement, je ne sais pas si vous faites des coros, mais nous, on fait des coroscans. Ce d'autant plus que, en termes de recherche, il y a une technique de scanner spectral ou de scanner double énergie qui est assez intéressante pour le diagnostic de myocardite, où en fait on voit ici sur ces images, ça c'était une étude preuve de concept, où 20 patients qui avaient une myocardite aiguë à l'IRM ont aussi passé un scanner en mode spectral, avec donc le rehaussement tardif en iodine qui était superposable au rehaussement tardif au gadolinium, et on avait d'excellents résultats en termes de performance diagnostique de ce scanner. Donc là, pour l'instant, évidemment, on n'en est pas là, mais c'est des perspectives de recherche intéressantes pour essayer d'avoir une approche non invasive chez les patients pour lesquels on ne craint pas, en l'occurrence, une coronaropathie. Et accessoirement, c'est moins irradiant et ça prend beaucoup moins de temps que de faire une coro et une IRM avec tous les soucis qu'on peut avoir pour la disponibilité de l'IRM cardiaque. Et ça a notamment été réactivé lors de la période de Covid, puisqu'on passait tous les patients, du moins la majorité des patients, au scanner pour évaluer les lésions pulmonaires, et puis qu'on faisait souvent des scanners injectés pour rechercher des atteintes emboliques. Et donc, si jamais on a un scanner spectral comme l'Icon Philips, là, ou qu'on peut faire du double énergie, on peut en fait, sur le même examen, pendant le même examen, faire un passage sur le cœur et donc voir s'il y a une atteinte ou non myocarditique aiguë. Et je tiens à souligner que dans l'étude MyoCovid, à laquelle je pense la plupart d'entre vous participent, qui est menée donc par l'équipe de Toulouse pour la plupart des réa et des USIC, le diagnostic de myocardite aiguë était porté soit sur l'IRM, soit sur les biopsies, soit sur le scanner cardiaque, ce qui est donc quand même une évolution chez ces patients bien particuliers où on n'a pas forcément envie, quand ils sont Covid positifs, d'aller leur faire une biopsie et d'exposer le personnel au risque de contamination. Et puis évidemment, ils ont un peu de mal, comme moi, là, à tenir les apnées, donc l'IRM, ce ne serait pas possible. Le scanner cardiaque, c'est soit spectral, soit scanner de perfusion.
Et donc, en fait, quand on voit les avancées de l'imagerie et des techniques non invasives, on peut se poser la question de, finalement, est-ce qu'il y a encore une place pour les biopsies? La réponse est clairement oui, et on ne l'utilise pas assez. Donc, chez les patients qui ont des myocardites excusez-moi, sévères, donc par exemple des défaillances hémodynamiques ou des troubles de conduction ou des troubles du rythme de haut degré, il est indispensable d'avoir une biopsie endomyocardique, on va en discuter. Et également chez les patients, alors là, ça on en parlera vite fait après, mais c'est également chez les patients qui ne répondent pas, notamment en termes de FEVG, au bout de 1 à 2 semaines de traitement médical bien conduit. C'est une case à part, donc pour l'instant on va se concentrer sur la phase aiguë, les patients qui sont graves, donc typiquement les patients qui ont une myocardite fulminante, qui sont ceux que vous voyez beaucoup plus que nous à l'USIC. Et typiquement, la biopsie endomyocardique, c'est l'examen qui peut aider dans ces formes de myocardite fulminante liées à un faisceau d'arguments, principalement le fait qu'elles sont graves. Contrairement à ce qui a été dit pendant des années, où on a entendu quand même que la myocardite fulminante, finalement, c'était pas si pire. Oui, bah, peut-être, mais enfin, il y a quand même 28% de décès ou de transplantation sur la dernière étude qui est sortie sur le sujet, contre 1,8% sur les formes non fulminantes. Donc en fait, clairement, c'est grave. L'IRM, on l'a dit, c'est difficile de faire une IRM avec une assistance circulatoire ou quand les patients ont de toute façon du mal à respirer. Et en fait, la biopsie, elle va nous orienter sur le sous-type histologique de ces myocardites fulminantes, ce qui va permettre d'adapter le traitement. En pratique, on a 30% à peu près de modifications thérapeutiques après biopsie, et notamment, on peut envisager un traitement immunosuppresseur. Donc voilà, c'est ce schéma-là qui est important chez les patients qui ont sur la biopsie une inflammation et l'absence de réplication virale. Dans ces cas-là, clairement, c'est en général, donc je sors un peu du cadre des myocardites virales, mais dans ces cas-là, c'est des myocardites à cellules géantes ou des sarcoïdoses ou des myocardites à éosinophiles souvent. Et c'est typiquement les myocardites qui vont nécessiter et pouvoir répondre à un traitement immunosuppresseur. Et si on ne fait pas la biopsie, on n'aura jamais la réponse. La raison pour laquelle on donne les immunosuppresseurs aux patients qui n'ont pas de réplication du génome viral actif sur les biopsies, c'est lié en fait aux études initiales de l'équipe de Frustacci. Ça, c'était la première étude. Ils avaient pris 40 patients avec une myocardite virale et ils avaient traité par prednisone et azatioprine pendant 6 mois avec un suivi par des biopsies. La moitié des patients s'est améliorée avec une FEVG qui a gagné 20%, etc. Tous les patients sur la biopsie avaient une myocardite guérie et donc plus de virus. Et au contraire, l'autre moitié n'a pas répondu au traitement, voire même s'est aggravé, et 85% avaient un virus, enfin en tout cas un génome viral qui était actif sur les biopsies. Donc on a dit que potentiellement, quand on avait une réplication virale active, il valait mieux éviter les traitements immunosuppresseurs. Donc fort de cette expérience, la même équipe, quelques années plus tard, a fait l'étude TIMIC sur 85 patients qui avaient tous une biopsie avant, sur lesquels il n'y avait pas de virus. Et ils ont repris exactement le même schéma, prednisone, azatioprine. Et donc le groupe 1, c'était immunosuppresseur. Le groupe 2, c'était placebo. Les patients étaient randomisés. Et on voit donc qu'il y avait une amélioration significative à la fois de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et des symptômes. Et donc ça a été repris notamment par l'ESC, le fait de ne pas mettre de traitement immunosuppresseur à l'aveugle sans avoir une preuve sur biopsie, et notamment pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection virale active. Dans les autres cas, si jamais sur nos biopsies, on a de l'inflammation et du virus, on peut envisager une thérapie antivirale, même si, clairement, les résultats ne sont pas aussi bons. Et notamment les résultats de l'interféron bêta, on sait que ça ne fonctionne pas sur le parvovirus B19. Malheureusement, le seul traitement qui pourrait potentiellement être intéressant sur des essais préliminaires, c'est la telbivudine, mais enfin, on n'en est pas là. Et c'est important d'avoir des traitements spécifiques, parce que pour le reste, on n'a quand même pas grand-chose. En fait, il n'y a pas d'essais randomisés contrôlés dans la myocardite aiguë virale, même pas sur les IEC, ni sur les bêta-bloquants, ni sur rien. Donc en pratique, on dit, on soigne l'insuffisance cardiaque selon les recommandations de l'insuffisance cardiaque et on soigne les troubles du rythme selon les recommandations des troubles du rythme. La seule chose, ces dernières années, qui a un peu changé la prise en charge, c'est l'avènement de la live vest, où au moins on n'a quand même plus trop besoin de se demander chez des patients jeunes qui font des TV, etc., si on les implante d'un défibrillateur, alors que la plupart d'entre eux vont quand même guérir complètement. Et donc ça, c'était un problème qui n'existe plus, heureusement.
Pour le reste, il ne faut pas oublier de restreindre l'activité physique au moins 3 à 6 mois. Concernant le suivi, ce n'est pas beaucoup mieux que concernant le traitement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut suivre les patients en écho, en clinique et aussi en IRM, mais il n'y a aucun suivi standardisé qui est proposé. Donc il y a une hétérogénéité très claire des traitements selon les centres ou les cardiologues, et il y a une hétérogénéité aussi dans le suivi. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas notamment. La grande question, c'est les patients qui ont récupéré une FEVG normale. Il faut leur laisser ou pas les bêta-bloquants et les IEC? Si oui, combien de temps? Est-ce qu'on peut tout leur arrêter? Si on se base sur TRADE-HF, on a plutôt tendance à ne pas avoir envie d'arrêter, mais en pratique, on ne sait pas. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre petite case dans laquelle on peut discuter clairement de faire une biopsie endomyocardique, c'est les patients qui donc ne récupèrent pas une FEVG normale en 1 à 2 semaines de traitement bien conduit. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Nous, clairement, en tout cas pour la partie purement cardiologique, on n'arrive pas à les revoir aussi précocement. On les revoit en général entre 1 mois et 3 mois, ces patients-là. Et s'ils n'ont pas, en effet, récupéré une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale, je pense qu'il est nécessaire de, en effet, leur faire la biopsie endomyocardique pour pouvoir discuter de traitements plus spécifiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour